Moi, je veux dire à tous les Congolais qui utilisent ce terme de newsologue que c'est d'un côté, vous vous insultez vous-même. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur mon émission Son of Congo, ce qui veut dire tout simplement Fils du Congo. Moi, je m'appelle Asher Manono, je suis un Américain d'origine congolaise et je vis ici à Chicago. Et quand je dis congolaise, je parle de la République démocratique du Congo et plus précisément Kinshasa. Et bienvenue sur cette émission. J'espère que vous avez tous suivi le ministre et j'espère que vous avez aussi apprécié la ville de Chicago. J'ai essayé un peu de partager ma ville avec le monde pour que vous voyez un peu comment la ville de Chicago est. Et d'ailleurs, c'est une des villes que moi je vais recommander vraiment à tout Congolais qui vient aux États-Unis. Faites un tour à Chicago, surtout pendant l'été. C'est vraiment, c'est vraiment une très belle ville. Et même pendant l'hiver, elle est juste magnifique. Et je crois que vous avez constaté dans les vidéos que comment la ville est très belle, quoi. Et donc c'est un peu ça. Okay. Avant de commencer l'émission, on va commencer par quelques housekeeping. Housekeeping, ça veut dire on a quelques règles dans cette émission. La première règle est, je sais qu'au Congo, la plupart des Congolais ont un amour particulier avec le français. Pour eux, si tu parles français, tu es bien éduqué. Si tu parles français, tu es intelligent. Donc, je vais déjà commencer mon émission en disant que ne vous en prenez pas à moi parce que mon français n'est pas parfait. Donc, il y aura beaucoup de fautes de grammaire. Il y aura beaucoup de fautes en général. Donc, essayez un peu de voir au-delà des fautes de grammaire et tout ça et essayez de vous concentrer un peu plus sur le contenu de l'émission et ne pas trop rester dans le superficiel. Donc, je vais demander à tous mes frères congolais de faire un effort et de ne pas vraiment se pointer sur le français ou bien des petites distractions, mais de vraiment prêter attention au contenu du message. Et donc, on peut continuer. Je crois que nous tous, nous avons suivi le ministre sur Top Congo. Il est passé sur l'émission Face à Face avec Christian Lusakweno. Christian Lusakweno, que je salue d'ailleurs, je crois que Christian Lusakweno, la famille Lusakweno, je crois, fait partie de la grande famille de Mimosa. Pas je crois, je sais qu'ils font partie de la grande famille de Mimosa et je le salue. Donc c'est toujours bien quand je vois des personnes de Mimosa réussir dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Donc coup de chapeau à Christian Lusakweno et tout le travail qu'il fait avec son équipe à Top Congo. C'est vraiment pour nous, les Congolais qui sont dans la diaspora. Vous savez, il n'y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de chaînes de télévision, on n'a pas beaucoup de news outlets où on peut recevoir des news vraiment en temps réel et des news qui sont vraiment crédibles, qui viennent du pays. Et même la chaîne nationale, notre chaîne nationale, il est vraiment difficile à partir de l'étranger de suivre la RTNC par exemple. Et même dans YouTube, la RTNC est un peu timide. C'est pas tous les jours les journaux qui sont sur YouTube. Et même ce qui est dans YouTube, c'est vraiment pas vraiment au standard qu'il faut. Donc on est vraiment penché, on dépend vraiment des radios comme Top Congo à Kinshasa et pour nous fournir l'information à l'extérieur du pays. Donc je voulais commencer par là pour dire vraiment grand coup de chapeau à Christian Lusakweno et à toute la famille de Top Congo. Son émission Face à Face et même l'émission de débat avec Thierry et Trésor. Donc c'est vraiment un grand boulot qu'ils sont en train de faire. Et ça a vraiment changé les choses parce qu'à partir de la diaspora, maintenant, on peut vraiment voir en temps réel les news qui viennent du pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à saluer. Et comme c'est quelqu'un de Mimosa qui l'a fait, donc c'est encore quelque chose de plus. Salutations à toute la famille de Mimosa et tout.
Donc c'est un peu ça quoi. Donc passons maintenant sur l'émission et parlons d'autre chose. Donc le ministre était de passage dans la radio et il dit que pour développer le Congo, on a besoin de développer l'homme congolais. Et l'homme congolais, comme beaucoup le disent, doit changer son comportement, doit changer sa façon de voir les choses. Et c'est quelque chose vraiment qui est très important. Et le ministre a tout à fait raison dans ce point-là. Nous devons faire quelque chose pour essayer d'améliorer ou bien de changer la mentalité de l'homme congolais, bien d'essayer de comprendre c'est quoi son problème. Et moi, je suis de ceux qui partagent la même opinion que le ministre. Vous savez, j'ai suivi une fois sur Top Congo, il y avait un auditeur qui appelait. Et l'auditeur dit, pratiquement en lingala, il dit Bana diaspora, et pour moi, en tant que Congolais qui vit à la diaspora, le commentaire de mon frère qui est passé sur la radio Top Congo m'a touché à cœur. Je me dis, mais non, mon frère, c'est pas tous les Congolais qui sont à la diaspora qui ont abîmé le Congo. Je vous dis qu'il y a des Congolais qui sont dans la diaspora qui ont des valeurs. Il y a des Congolais dans la diaspora qui ont des bons boulots. Il y a des Congolais dans la diaspora qui travaillent, qui ont des business. Il y a des Congolais dans la diaspora qui se retrouvent. Il y a des Congolais dans la diaspora qui ont de l'éthique, des morales. Et ça, ce sont des histoires qui sont très importantes à dire à nos frères qui sont au Congo. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des gens de ceux qui viennent de la diaspora qui dirigent le Congo, ça ne veut pas dire que c'est tous les Congolais de la diaspora qui sont à blâmer pour ce que le Congo est devenu. Donc, d'un côté, il a raison, parce qu'il faut le dire que la plupart de nos dirigeants viennent de la diaspora. Et pendant 60 ans, ils n'ont pas pu redresser le Congo. Donc d'un côté, notre frère qui est passé sur la radio a raison de le dire, mais d'un côté aussi, il généralise parce qu'il est en train de mettre ensemble plusieurs Congolais. Et nous savons qu'à l'extérieur, il y a des Congolais qui ont des valeurs. Mais quand nous parlons de changer l'homme congolais, ça veut dire que dans notre subconscient, on se dit qu'il y a un problème avec l'homme congolais. Ça veut dire que nous tous qui disons que le Congo a un problème d'homme, d'un côté on se dit il y a quelque chose de mal avec, même si on ne le dit pas ouvertement, en disant seulement qu'on a besoin de changer la mentalité, on a besoin de changer l'homme congolais pour que le pays puisse se développer, ça veut dire que dans notre subconscient on se dit qu'il y a un problème avec l'homme congolais. Et si on part de cette logique que l'homme congolais a un problème interne dans lui, pour essayer de changer la mentalité, comme tout le monde veut le faire, pour essayer de changer l'homme congolais, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui cause le problème. C'est quoi la source de ce problème? Et c'est quoi le problème en fait? Parce qu'on dit qu'il y a un problème, mais personne ne définit ce problème. Est-ce que le problème est que l'homme congolais a faim à Ramingi? Est-ce que le problème l'homme congolais est paresseux? C'est quoi le vrai problème de l'homme congolais? Quand on comprend le vrai problème de l'homme congolais, c'est là qu'on pourra commencer à apporter des solutions à ce problème. Et si on suit cette logique, en tout cas c'est ma logique à moi, et peut-être la prochaine émission, vous aurez peut-être une idée pourquoi j'ai une logique, ou bien pourquoi je pense des choses de la façon dont je pense les choses. Et ça sera peut-être dans la prochaine émission où je vais parler de mon profil. En tant qu'homme congolais et en tant que fils du Congo moi-même, je me pose aussi la question, c'est quoi le problème avec les Congolais? Et il est important que chacun de nous puisse se poser la même question. Et on ne doit pas seulement se limiter à se poser la question, on doit aussi aller un peu plus loin pour essayer de comprendre c'est quoi vraiment la source de ce problème et comment on peut l'arranger et pourquoi on raisonne de cette façon. Je vais vous donner un exemple, ou bien je vais vous donner deux exemples. Nous parlons souvent de la situation économique en République démocratique du Congo. Nous avons une monnaie qui est vraiment très faible.
Et nous avons une banque centrale qui ne fonctionne pas vraiment de la façon que la plupart des Congolais auraient aimé vraiment qu'elle puisse fonctionner. Et dans tout ça, c'est que on observe et que nous voyons de plus en plus des organisations internationales, on voit des Européens et tout qui viennent en République démocratique du Congo et ils essaient un peu de booster l'économie en donnant de l'argent. Et il y a aussi des stratégies qui sont mises en place de voir comment ils peuvent relever la valeur du franc congolais. Et tout ça, ce sont des bonnes stratégies, ce sont des bonnes choses à faire. Mais le problème dans tout ça, et quand on parle de l'homme congolais, moi quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi l'homme congolais est limité à une seule vue? Pourquoi l'homme congolais ne voit que ça? L'homme congolais ne voit pas d'autres alternatives. Et j'essaie de comprendre pourquoi ce genre de raisonnement. Et peut-être c'est notre problème à nous Congolais, mais peut-être c'est pas un problème, c'est pas un problème congolais. Peut-être c'est un problème de compétence aussi. Et j'essaie un peu de comprendre et de savoir comment, par exemple, dans un pays où la monnaie est si basse, ou bien où la monnaie a perdu tant de valeur, et que pendant 60 ans, vous n'avez pas pu vraiment développer ou bien renforcer votre monnaie, que ce soit avec le Zaïre ou bien avec le franc congolais, on n'a pas pu vraiment renforcer cette monnaie. Avec une faible production, notre monnaie fait que perdre de valeur de jour en jour. Mais ce que vous réalisez est que les solutions que le leadership essaye d'apporter, c'est des solutions un peu qui sont un peu, comme on dit, copier-coller. Ou bien ça vient des partenaires, ils viennent, ils vous disent, faites ça, 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 ça. Et c'est comme ça que nous, on a fait en Europe. Et si vous le faites, vous allez aussi réussir. Et moi, en tant que fils du Congo, moi, en tant qu'intellectuel, je me dis, mais il y a quelque chose que l'homme congolais ne fait pas dans tout ça. Et dans tout ça, il y a quelque chose de très important. Nous devons comprendre en tant que Congolais que le monde évolue et que dans ce monde, nous sommes en compétition avec d'autres nations. Et si nous prenons le temps de nous calmer, on peut se parler entre nous et de regarder vers le futur, vous allez vous rendre compte que dans le futur, la monnaie ne sera pas la monnaie tant qu'on la connaît aujourd'hui. Ça sera plus une monnaie un peu électronique, du genre cryptocurrency. Donc le crypto, c'est vraiment la monnaie du futur. La monnaie tant que la monnaie actuelle en papier, comme on la connaît, c'est quelque chose qui a fait son temps. Et dans le futur, il y a beaucoup d'experts qui se disent que dans le futur, ce sera le crypto. Et quand je dis futur, je dis dans un futur peut-être 30 ans, 40 ans, mais même plus, et même peut-être avant ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de projeter que dans 10 ans, 15 ans, le crypto sera encore plus grand qu'aujourd'hui. Si on part dans ce contexte, si on part dans cette logique, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo, avec une monnaie qui est très faible, peut se poser la question pourquoi on doit continuer dans ce système. Est-ce que nous devons continuer dans ce système ou est-ce que nous pouvions prendre l'argent que nous sommes en train de mettre dans ce système pour essayer de le réanimer? Est-ce que c'est ne pas mieux que nous puissions prendre ces ressources et les investir en créant une infrastructure qui peut être par exemple 100% crypto? Ça ne peut pas, je ne dis pas nécessairement qu'on a besoin d'avoir une économie qui est 100% ou bien un système financier qui est 100% crypto, c'est pas ça le point. Le point ici est de dire que l'homme congolais, pourquoi l'homme congolais n'a jamais pensé à ça? Et si l'homme congolais a pensé à ça, il a pensé à ça quand? Parce que moi, j'ai suivi les débats, je suis les débats au Congo, et il n'y a pas de débat sur... personne ne parle d'abandonner le franc congolais. Tout le monde sait que le franc congolais n'a pas perd sa valeur, mais personne dans le pays pense à abandonner le franc congolais. Et je me pose aussi cette question, et ça fait partie de la question que le ministre a élevée, et je me dis,
qu'est-ce qui se passe avec l'homme congolais? Pourquoi il voit seulement une chose et il ne voit pas l'autre chose? Et ça fait partie des choses que nous devons comprendre en tant que Congolais. Pourquoi nous avons cette façon de voir les choses? Pourquoi on se dit que les Européens, ou bien nos partenaires, ou bien les autres, souvent ce sont les Européens, qui ils peuvent venir et nous dire que non, faites ça, 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 pour améliorer ces conditions. Mais ils ne vous disent pas, bon, ils n'ont pas besoin de nous dire, en tant que nous-mêmes Congolais, pourquoi on ne peut pas raisonner, réfléchir et dire, oh, c'est quoi l'alternative? Si on ne peut pas aider le franc congolais à se relever, est-ce qu'on peut changer notre système financier et entrer dans le cryptocurrency? Parce que de toutes les façons, ça sera la monnaie du futur. Si nous faisons aujourd'hui l'investissement dans le cryptocurrency et que nous ayons une économie qui est peut-être 50-50 crypto et la monnaie, comme on la connaît actuellement, peut-être on aura peut-être un avantage par rapport aux autres pays. Parce que les autres pays sont en 100%, bon, ils opèrent grandement en monnaie, donc ils doivent casser leur système et réadapter leur système. Et ils n'ont pas envie de le faire et ils veulent que les autres ne le fassent pas aussi. Si nous on est plus malin, si nous on est plus intelligent, on doit se poser quand même la question, est-ce que nous devons toujours avoir une monnaie dans le contexte actuel, dans le contexte de ce monde, où vous avez des banques centrales qui sont en train de faire des policies qui sont un peu bizarres? Est-ce que c'est ne pas mieux de changer notre système financier et d'adapter un système qui est plus basé sur la cryptocurrency? Et c'est la question que j'ai envie que l'homme congolais puisse se poser. Et quand on se pose ces questions, il y aura le choc des idées. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que oui, on doit le faire, et il y a d'autres qui pensent que non, on ne doit pas le faire. Mais l'important dans tout ça n'est pas de qui a tort et qui a raison. L'important dans tout ça est que nous puissions avoir cette conversation. Et dans le choc de ces idées, c'est là que nous puissions, c'est ça qu'on dit qu'on doit changer l'homme congolais. Parce que l'homme congolais doit commencer à être ouvert au débat. L'homme congolais doit être ouvert aux contradictions. L'homme congolais doit changer sa façon de raisonner. Donc on peut être amis et on peut avoir des vues différentes. On peut ne pas avoir les mêmes vues et être toujours des collaborateurs. Donc c'est pas un péché. Donc on doit avoir une certaine tolérance entre nous pour que nous puissions faire avancer le débat. Parce que nous ne pouvons pas voir les choses d'une seule façon et nous sommes là en train de suivre comme des chèvres, on est là en train de suivre sans pourtant raisonner. Nous avons des Congolais qui ont étudié. Nous avons des Congolais au Congo qui ont étudié. Nous avons des Congolais à la diaspora qui ont étudié. Donc, ce sont des histoires que nous, Congolais, on doit se mettre. C'est un changement, c'est aussi le changement de mentalité. Nous devons avoir cette valeur en nous, on doit avoir cette fierté d'apporter notre propre solution à nos problèmes. Et c'est là que je vois aussi que l'homme congolais n'est pas vraiment avancé comme le ministre le dit. Je donnerai même un autre exemple. Vous parlez de l'éducation. Regardez dans l'éducation par exemple. Dans l'éducation, si on parle d'un citoyen congolais, si on parle du citoyen congolais dans l'éducation, ça veut dire que si on parle en général d'un citoyen, qu'est-ce que c'est un citoyen? Un citoyen, en vérité, il a des droits et il a des devoirs. Tout citoyen est appelé à participer à la politique. Vous n'avez pas besoin d'être politicien nécessairement, mais vous devez participer à la politique de votre pays. Et pourquoi vous devez le faire? En tant que businessman, en tant que citoyen en général qui habite dans un pays, c'est votre devoir de participer dans la politique de votre pays. Parce que si vous ne participez pas à la politique de votre pays, ça veut dire que vous aurez des dirigeants qui ne vont pas vous représenter, ou bien vous aurez des dirigeants qui ne vont pas représenter vos intérêts. Il est important que la population puisse être engagée, que la population puisse aller voter pour ses dirigeants et que ces dirigeants puissent vous représenter. Ne votez pas pour eux sur base de tribus, ne votez pas pour eux parce que c'est votre famille,
mais votez pour eux parce que vous avez des convictions et vous vous dites que cette personne que j'ai votée représente mes intérêts. Et ce qui s'est passé au Congo est que les personnes que vous avez votées sont parties dans le gouvernement, sont parties dans le Parlement et ils n'ont pas fait grand-chose. Mais il est vrai que il y a aussi une responsabilité de la population. Vous savez, il y a un président aux États-Unis qui a dit quelque chose comme, je vais essayer un peu de paraphraser ce qu'il a dit. Il a dit, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Donc, ce qu'il veut dire par là, ça veut dire qu'il ne faut pas te poser la question, qu'est-ce que ton pays... il ne faut pas te poser la question de savoir qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi. Pose-toi plutôt la question de savoir qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. L'éducation et la responsabilité ou bien le développement d'un pays, c'est pas seulement le devoir du gouvernement, c'est aussi le devoir des citoyens. Ça veut dire que si le gouvernement a échoué pendant 60 ans et qui n'a pas pu élever l'éducation au Congo, en tant que citoyen, vous avez aussi des responsabilités et vous devez aussi essayer d'emmener une pierre dans l'éducation de votre pays. Et aujourd'hui, l'éducation ne se fait pas seulement au banc de l'école. L'éducation se fait aussi dans les réseaux sociaux. L'éducation se fait aussi dans YouTube. D'ailleurs, même, si vous êtes aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes hommes, de jeunes filles qui ne partent plus à l'université parce que l'université commence à coûter cher. Il y a beaucoup de cours qui sont sur YouTube, qui sont gratuits. Et ils partent sur YouTube, ils regardent, ils suivent quelqu'un qui les enseigne sur le programming ou bien sur l'informatique. Et ils ont assez de knowledge et ils partent et ils postulent pour des positions et ils ont des bons boulots. Ça veut dire que vous pouvez apprendre beaucoup à partir de YouTube, vous pouvez apprendre beaucoup à partir des réseaux sociaux, tant que vous avez des gens exemplaires qui sont là pour vous enseigner. Donc, d'un côté, le Congolais a besoin d'être plus engagé. Partout où vous êtes dans la diaspora, il y a des Congolais dans la diaspora qui ont des bons boulots. Il y a des Congolais dans la diaspora qui ont des bons business. Il y a des Congolais dans la diaspora qui ont de l'argent, malheureusement, ou bien qui ont des petits moyens, des petits métiers. Malheureusement, la plupart de ces Congolais, surtout ici aux États-Unis, où il y a quand même beaucoup de Congolais qui ont quand même assez de moyens, parce que la vie ici, on paye assez bien. Et ils sont carrément, à cause de ça, ils sont carrément désengagés. Donc, ils suivent le Congo, mais ils suivent le Congo de loin. Donc, vous écoutez, c'est un peu comme si vous écoutez seulement ce qui se passe au Congo, mais vous n'êtes pas vraiment engagé avec ce qui se passe au Congo. Donc, ça, c'est aussi un changement de mentalité. Même si vous êtes devenu américain, même si vous êtes devenu français, canadien, vous êtes devenu brésilien, ou bien vous êtes devenu sud-africain ou kenyan, ou bien vous êtes devenu nigérien, vous êtes d'abord congolais et vous avez un devoir envers votre pays. Si le gouvernement ne peut pas éduquer ses fils, c'est à vous, la population, c'est à vous, les citoyens du Congo, de monter et d'avoir des chaînes YouTube. Si vous êtes journaliste en Europe, vous êtes dans le marketing en Europe, vous avez des business en Europe, vous êtes avocat, médecin, vous êtes architecte, vous êtes un peintre. Prenez des caméras, mettez vos caméras devant vous, commencez à partager vos expériences. Commencez à créer ce dialogue avec la population qui se trouve au pays. Comme ça, ils peuvent apprendre quelque chose de ce que vous êtes en train de votre expérience, surtout dans notre situation où le gouvernement n'a pas vraiment investi sur l'éducation, que les Congolais, les fils du Congo, partout ils sont dans la diaspora, puissent commencer à enseigner, puissent commencer à faire ce devoir de je ne veux pas dire ce mot, hein, puissent give back. Si je veux dire ça en anglais, it's imperative for all Congolese across the world. It doesn't matter where you are. It's a must that all Congolese give back to their community back home. And you can give back many ways. You can teach over YouTube. You can create videos. Content creation, it's really important because that's how people learn now. So
If you're Congolese, if you live in America, if you live in the UK, you live in Canada, you live anywhere across the world, you in South Africa, it is imperative for you to produce content to teach the youth back home, and to tell them about yourself, tell them about the stuff that you do, tell them about what school you went to, what business you're into, how to become something. So if you are a CEO of a company, make a YouTube video where you're explaining to kids back home how to become a CEO. So things like that will help people back home. It's not always about going to school. You can teach someone a lot by just sharing your experience and sharing. You don't have to go to college to be educated. You can get your education. You can get educated on YouTube. You can get educated on different platforms where you can join a boot camp or do different things to acquire the knowledge that you need. So the same thing is, we can do the same thing for the Congo. So our young brothers and sisters in the Congo do not have access to proper education. They don't have access to a good education. What we can do, what we can fill in that gap as the diaspora, we can come in and create content to really teach them about what we do. I personally am in technology, so I can teach them about technology. I can teach them about tech principles. I am in project management, so I can teach them about project management, how to manage a project, what are the different life cycles of a project. So I am in business management, so I can teach them about leadership. How a leader is supposed to react to a situation within a company, within an enterprise. Everything that you can share to them, if you can share your experience to those that are back home, that's going to be of great help. So because they're not exposed to that. So the more people in the diaspora that can talk about what they're doing, the more beneficial it will be from the people back home. So I really encourage every single one of you living in the diaspora to really be involved, to start producing content and post the content on your social media. So kids that are back home that are coming up, that don't have the proper education, but one day can come across your video and really follow you, and you can inspire them. It's our duty to inspire our youth back home. So it's my call for every single person in the diaspora, especially to be able to produce content and really to start teaching. And that's how we rebuild the Congo. It's something that we need to change in ourselves, because we have a lot of Congolese that are smart, we have a lot of Congolese that are business people, and we have a lot of Congolese that are successful in the diaspora. But a lot of them are turning their backs. They don't really care about what's going on. They just like, forget it. They just can't get it together, so we're not going to pay attention to it. But don't forget that you are Congolese as well. So you are Congolese as well, and you have a duty to your country to help build, to bring your part and help build the Democratic Republic of Congo. So I hope everyone can take the advice. I know it's not always easy, but I hope everyone can take the advice and start producing content, because we need more content. I'm telling you, if you go to YouTube right now and you search any topic in the DRC, it's crazy. It's crazy. There is nothing on the DRC. Like, if you even type on YouTube anything about entrepreneurship in the DRC and you listen to those conversations, you're like, what the hell are they talking about? So you guys that are here in the diaspora, all across the world, you're in Australia, South Africa, you everywhere, you're in Kenya, you're in Egypt, Morocco, it's really important for you guys to really start producing content. You're doing business, produce content, show your content to the people back home, post your content on YouTube, and really let the youth back home see it. And the more we can produce, the more I believe over time we'll be able to close that gap. That I believe that we all need to do that. This was mostly just a quick call to action for everyone in the diaspora to really do something and to really get involved in
what goes on in the DRC. Anything that you can do should help. So try to do your best. Try to do your best. You have a lot of experience for the that you can share. Don't be shy about it. Just get in front of the camera. You don't need to have a special you don't need to have a special personality or anything like that. So the value, just give value, and anything can help the people back home, because the situation back home is with the education system is just not good. So the more we can produce content again, the more the better we can be. And that was just a quick call to action to all my brothers and sisters in the diaspora that know anything about a career, that have any experience in businesses, to really start producing content. Everybody else is doing it. You got Nigerians producing content, you got Ghanaian producing content, you got Senegalese producing content, even a lot of our brothers from Ivory Coast are producing content. So we need Congolese to start producing positive content. The more positive content we have out there, that's going to change our image, and I think our people will have more. They're going to have more. We can create role models for our youth to look up to. So that's my point, and hopefully you guys will, if you can create your own platform, jump on my platform, and we can have this conversation. Jump on my platform, we can talk about your career, we can talk about what you do here in the diaspora. You can explain why you're investing in the diaspora, you're not investing in Kinshasa. Because what's important here is the feedback. We need that feedback to be able to develop the DRC. So it's not about who's right, it's not about who's wrong, it's more about the feedback itself. We need that feedback in order for us to improve. So all of you guys, think on that, pray on it, and get in front of the camera and start producing content. Alright? Ok, on retourne maintenant en français et on continue. Le troisième exemple que je voulais donner pour montrer où le Congolais peut changer sa façon de raisonner, ou bien changer sa mentalité, c'est dans un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui en République démocratique du Congo. En tout cas, le sujet est vraiment discuté par beaucoup de personnes. Je ne participe pas, mais il y a beaucoup de débats que je suis de près. Et franchement, quand je suis ces débats, je me dis que le Congolais n'a pas encore bien compris c'est quoi le problème. Je crois que ceux qui sont dans le pays croient que tout s'arrête. Et je crois que ça aussi, ça fait partie du changement de mentalité. Le Congolais doit commencer à penser un peu plus grand, ne pas seulement voir le Congo et penser au-delà du Congo. Il y a beaucoup de discussions qui se font au Congo maintenant où les gens sont en train de parler. Ils parlent entre eux du milieu de l'amélioration du climat des affaires. Et quand vous suivez tous ces débats qui se font dans tous les salons de Kinshasa, dans toutes les conférences de Kinshasa, ce sont des débats qui sont un peu, qui ont un peu une caractéristique un peu bizarre. Parce que moi, j'essaye de suivre le débat, mais je n'arrive pas à rester concentré dans le débat parce que je trouve que le débat, il tape carrément à côté. Et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le débat qui se fait dans les salons congolais et dans toutes les conférences, c'est comment améliorer le climat des affaires. Les Congolais, déjà, comme ils sont, eux, ils sont plus focalisés sur le climat des affaires et leur standing dans le doing business. Donc, toutes les réformes qu'ils sont en train de porter, toute la liste de doing business, c'est leur référence. Ils ne s'occupent de rien, eux ils se disent que non, il y a quelqu'un qui est quelque part en Europe ou quelque part en Asie, il a publié cette liste et il a dit que le Congo est 1000e pays dans le monde. Et tout le monde au Congo est en train de paniquer et il se demande comment on peut remonter pour devenir peut-être le 3e pays. Ça c'est un exemple que je dis.
Le problème est que tout le monde à Kinshasa, et même les autorités qui sont supposées emmener les investisseurs, eux tous ils se disent comment on peut commencer à monter dans cette liste. Et moi, quand je suis la discussion qui est en train la discussion dans toutes ces conférences, je me dis, mais le Congolais n'a pas encore compris. Le problème ici, c'est quoi? Le problème est que vous avez des Congolais qui sont dans les affaires et qui sont ils sont en République démocratique du Congo et qui sont dans le système formel, qui se plaignent de tracasseries. Et vous avez une grande population de la République démocratique du Congo qui est totalement dans l'informel. L'appel qui est fait, que nous écoutons, l'appel qui est fait à partir de la République démocratique, c'est un appel que les investisseurs étrangers puissent venir investir au Congo. Mais quand vous demandez à un investisseur étranger de venir investir au Congo, l'investisseur étranger, il compte faire un profit. Et ça veut dire qu'il se dit que bon, comment je peux aller investir au Congo et me faire un profit au Congo? Ça veut dire que si j'ai 10 000 $ par exemple, comment je peux aller au Congo et en sortir de là avec 15 000 $? Donc il cherche à faire un profit. Il ne cherche pas à aller pour perdre de l'argent. Et quand vous pensez à toutes ces choses, vous avez, en tant que businessman, si vous êtes sérieux, vous essayez de voir comment vous pouvez vous positionner. Le problème dont personne ne parle en République démocratique du Congo est que le Congo présente deux options aux investisseurs. Et c'est ça le problème du milieu des affaires du Congo. Un pays qui cherche à se développer ne peut pas donner deux options aux investisseurs, surtout les investisseurs étrangers. Vous avez un système formel et vous avez un système informel. Les deux sont très opérationnels en République démocratique du Congo. Et c'est que les autorités du Congo disent au monde du business, sans le savoir peut-être, parce que c'est là le changement de mentalité, vous dites aux investisseurs de venez au Congo, nous avons deux systèmes, vous pouvez être dans l'informel et dans le formel, et on va travailler avec vous. Si vous avez cette approche, le Congo ne va jamais se développer. Parce qu'aucun pays dans le monde peut se développer avec un système informel qui est puissant. C'est impossible de vous développer dans un système comme ça. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous dites que vous venez aux États-Unis ou que vous allez au Canada ou bien que vous allez quelque part en Europe ou en Allemagne ou quelque part d'autre, et vous dites que vous allez ouvrir une boulangerie ou bien vous allez vendre du pain ou bien du foufou dans l'informel. Si vous le faites, il y a beaucoup de Congolais qui le font aussi dans l'informel. Ils partent dans leur salle de bain, salle de bain na baignoire, et ils commencent à vendre le foufou dans leur communauté congolaise dans la diaspora. Il y a beaucoup de Congolais qui le font. Ces Congolais ont mis de l'argent dans ces petites activités où ils vendent à d'autres Congolais le foufou, la chikwang et peut-être d'autres Africains. Et ils sont quand même un peu rentables dans un système un peu informel parce que le gouvernement de ce pays ne sait pas trop qu'ils font ça à la maison. Mais disons par exemple que ce Congolais essaye maintenant de scale son business, il essaie de grandir parce que vous ne pouvez pas vous faire beaucoup d'argent dans l'informel à l'étranger. Et c'est de ça exactement que je parle. Parce que dans un pays qui veut se voir développer, le système informel, c'est vraiment un système de criminels. C'est un système qui ne permet pas à un investisseur d'évoluer. C'est un système qui ne peut pas permettre à un investisseur d'être rentable. Ça veut dire que si vous venez aux États-Unis ou que vous êtes en Europe, dans l'exemple que je viens de donner, si vous essayez de vendre, il arrivera un jour où vous allez vendre ce pain ou bien ce foufou ou bien cette chikwang à quelqu'un qui n'est pas un Congolais ou qui n'est pas un Africain et ça pourra peut-être être un Français ou bien un Canadien. Si cette personne mange votre foufou et que cette personne tombe malade,
je vous dis que votre vie carrément est finie dans le pays où vous êtes. Parce que les conséquences de votre action ne permettra pas que vous ayez une vie normale dans ce pays. Parce que je vous dis, bon, peut-être pas les autres pays, je ne sais pas trop, mais ici aux États-Unis, on vous attrape, que vous avez vendu à quelqu'un une chicoine, la personne est tombée malade, on vient chez vous et on trouve toute une opération informelle à la maison. Mais c'est fini, vous entrez directement dans l'esclavage. Si vous ne faites pas des années en prison, vous allez repayer pour ce que vous avez fait à la victime pendant des années et des années. Vous devenez carrément esclave, parce que si cette personne porte plainte, vous êtes fini, vous et votre famille, et tous vos biens sont carrément saisis par... Et je crois même que vous allez perdre votre statut, vous avez maintenant des félonies. C'est impossible d'évoluer dans un système informel. Les Congolais ne doivent pas permettre aux investisseurs d'évoluer dans un système informel. La discussion qui se fait maintenant au Congo, où vous êtes en train de parler aux gens et dire sérieusement dans des conférences que nous sommes en train de travailler pour emmener des gens de l'informel au formel, c'est vraiment irresponsable, parce qu'un gouvernement ne peut pas penser comme ça. Vous n'essayez pas d'emmener les gens de l'informel au formel. Vous rendez l'informel pratiquement invivable. Les gens ne peuvent pas vivre dans l'informel. C'est pas normal de vivre dans l'informel. Quand vous vivez dans l'informel, vous êtes un criminel. Et maintenant, le problème de on rentre maintenant dans ce que je disais, parce que je voulais vraiment vous donner le contexte. Le problème maintenant dans l'amélioration du climat des affaires est que vous avez des gens qui viennent en République démocratique du Congo, ils ont un choix et ils choisissent l'informel. Pourquoi je choisis l'informel? Parce que dans l'informel, il n'y a pas de tragasserie, je peux faire plus d'argent et tout. Et je peux payer des gens. Quand vous parlez de l'informel, vous parlez de tout ce qui est en dehors de la loi. Ça veut dire que je peux corrompre, je peux faire tout ce que je fais hors la loi pour être rentable. Et si vous êtes en train d'opérer dans un pays où il y a ces conditions, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont venir et ils disent que non, je serai dans le formel. Parce que tu ne peux pas être dans le formel au Congo et tu as des compétitions qui sont dans l'informel. Tu ne peux pas gagner dans une compétition comme ça. Vous ne pouvez pas gagner avec quelqu'un qui est dans une compétition entre le formel et l'informel. Vous devez vous tous jouer dans les mêmes règles de jeu dans le formel. Et c'est ça le niveau élevé, quand on dit de high level, c'est par là que le gouvernement doit commencer. Si vous êtes sérieux, vous voulez vraiment améliorer le climat des affaires, vous devez faire de telle façon, le raisonnement des dirigeants doit être de telle façon que vous vous dites que comment on peut faire pour rendre l'informel un calvaire, parce que l'informel doit être un vrai calvaire. Et la réalité est qu'en République démocratique du Congo, l'informel n'est pas un calvaire. Et toutes les discussions qui se font en République démocratique du Congo ne se tournent pas ils ne sont pas dans la discussion comment rendre ce système impossible. La discussion est comment dire à ces gens de venir. Ils ne vont pas venir, ils vont venir par cœur. Comment tu vas venir? Comment tu peux dire à quelqu'un vous allez quitter l'informel et venir vers le formel? Il ne va pas le faire. Personne ne le fera. Aucun investisseur, même un investisseur sérieux, ne va pas le faire. Parce que l'investisseur, il utilise tout ce qu'il est pour faire son profit. Tant qu'un pays ne punit pas l'informel, je veux faire l'informel. Parce que ce qui n'est pas puni est permis. Ou bien ce qui n'est pas puni par la loi est permis. Et dans un pays qui veut améliorer l'économie ou bien le milieu des affaires, vous ne pouvez pas permettre l'informel. Donc, la discussion aujourd'hui de l'homme congolais, et ça revient encore dans ce que le ministre est en train de dire, l'homme congolais doit penser différemment. Ne pensez pas comment amener les gens qui sont dans l'informel au formel. C'est un débat qui est vraiment archaïque. C'est un débat. Le débat maintenant est comment on peut faire pour rendre l'informel une misère. Ça veut dire faites des réformes pour que les lois touchent ceux qui sont dans l'informel.
par exemple, vous pouvez vous dire aujourd'hui au Congo que pour qu'une personne puisse avoir, par exemple, une pharmacie, vous avez besoin de ça, ça et ça. Ça veut dire que toutes les pharmacies qui sont au Congo doivent remplir à ces trois conditions. Les conditions, vous pouvez les discuter quand vous faites vos réformes. Mais vous savez que toutes les pharmacies doivent remplir ces trois conditions. Mais comment expliquer que vous avez des pharmacies qui ne remplissent pas ces conditions et que ces gens sont toujours en train d'opérer? Ça, c'est un problème qui est au-delà de tous les autres problèmes. Parce que si ce problème n'est pas réglé, rien ne pourra marcher. Le fait que vous ayez des pharmacies qui sont dans l'informel, qui sont en train d'opérer et qui sont rentables, c'est un problème pour toute la société congolaise. Pourquoi moi, investisseur pharmaceutique, pourquoi je viendrais au Congo et essayer de faire la concurrence avec des gens qui sont dans l'informel? Donc, ça, en tant qu'investisseur, ça me met dans une position qui est un peu très difficile. Et je crois que c'est là que le débat doit être. Le débat n'est pas de comment dire à tous ces gens que ici c'est mieux, parce que la vérité est que c'est pas mieux. C'est pas mieux, ça ne peut pas être mieux. Le formel n'est jamais mieux que l'informel. Vous devez imposer aux gens de quitter de l'informel. Il n'y a pas un pays au monde où le formel est mieux que l'informel. L'informel est toujours plus attractif que le formel partout. Tant que vous n'allez pas rendre l'informel un calvaire, une misère pour les gens qui essaient de partir de ce côté, ça ne va pas changer. Vous ne pouvez pas, il n'y a rien que vous allez les donner qui va les pousser à quitter ce milieu informel vers le milieu formel. Donc ça, c'est un faux débat. C'est un débat vraiment à la congolaise. Et comme le ministre l'a dit, le but ici est de développer le Congo. Et pour le faire, nous devons changer la mentalité des hommes congolais et nous devons voir les choses différemment. Parce que partout dans le monde, il est impossible dans tous les pays du monde d'être en compétition avec l'informel. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous êtes en compétition avec l'informel. Ça veut dire que même si vous êtes aux États-Unis, même si vous êtes au Canada ou bien au Brésil ou bien dans des pays qui se voient, qui sont un peu plus développés, vous allez constater que il est presque impossible d'évoluer dans l'informel parce qu'il y a des contraintes que le gouvernement a mis en place qui ne pourra pas vous permettre d'évoluer. Ceux qui évoluent dans l'informel, ce sont des criminels. Et les criminels ne sont pas la majorité de la population. Et vous avez, à cause de votre façon de raisonner, à cause de notre façon de voir les choses en tant que Congolais, nous avons créé un système où l'informel est devenu le système formel et le système formel est devenu l'informel. Ça veut dire que les criminels se trouvent dans l'informel et ils évoluent vraiment très bien dans l'informel. Et vous avez ceux qui respectent la loi qui sont dans le formel et ils sont en train de se plaindre de toutes les tracasseries. Et vous, dans toute cette logique, votre discussion est comment on peut inciter aux gens qui sont des criminels à venir rejoindre les gens qui se plaignent. Vous n'allez pas gagner dans ce débat. C'est un débat qui ne va... C'est une mauvaise façon de voir les choses. C'est une façon... C'est un débat que nous ne devons pas avoir. Nous ne devons pas avoir ce débat. On doit voir un peu plus loin. La question qu'on doit se poser est au niveau des sanctions. Vous devez penser sanctions, vous ne devez pas penser inciter. Comment on peut faire pour rendre la vie misérable à tous ceux qui vont décider de rester dans l'informel? Si vous répondez à ce problème, vous aurez répondu au problème de l'amélioration du climat des affaires en RDC. C'est si simple que ça. Et ça, c'est un autre exemple que je voulais donner. Et peut-être le dernier exemple, bon, il y a plusieurs émissions qui vont venir, on va développer plusieurs sujets. Mais bon, dans tout ça, maintenant, on a parlé pratiquement de... nous avons parlé de changement de mentalité, nous avons parlé du changement de l'homme congolais. Et nous disons que pour que l'homme congolais change, il doit changer sa façon de faire les choses. Mais ça, ce n'est pas tout. La chose la plus importante ici, et c'est ça que je compte souligner avec cette émission Son of Congo, Fils du Congo. By the way,
essayez un peu, je vais mettre mon Twitter là-bas, donc essayez un peu de me suivre quelque part ici, sur Twitter et sur mon Twitter, et qu'on essaie un peu d'échanger, parce que moi, même sur Twitter, je donne mes avis, je donne mes opinions, et nous pouvons avoir des débats, mais ce sont des débats qui sont for fun. Il y a beaucoup de gens en Twitter, surtout les Congolais, hein. Vous allez remarquer que sur Twitter, ils sont énervés, tout. Non, c'est it's for fun. Donc Twitter, c'est pas l'école, vous n'allez pas gagner, c'est pas un PhD, ce sont des débats amicaux et ça se fait partout. C'est seulement quand tu commences à débattre, ou bien quand vous êtes en train de débattre avec les Congolais, que vous trouvez que, wow, c'est quoi ça? On peut débattre et débattre très bien. On vous traite de tous les noms. Et au fait, bon, bon, comme on parle de Twitter, je vais un peu parler de ce sujet, parce que c'est quelque chose que j'ai vu. Vous savez, quand vous êtes en train de discuter ou bien débattre avec les Congolais sur Twitter, il y a un phénomène un peu qui est nouveau, parce que moi je n'étais pas sur Twitter avant. J'ai ouvert mon Twitter account quelque chose comme en 2003, mais je n'ai jamais vraiment utilisé Twitter, jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé dans le confinement cette année. Et c'est là que j'ai commencé quand même à tweeter et j'ai trouvé que, oh, c'est intéressant. Donc maintenant, j'utilise Twitter presque plus que toutes les autres plateformes parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que j'ai une opinion sur beaucoup de choses qui se font et je trouve qu'avec Twitter, je peux facilement taper mon opinion. Que les gens soient d'accord avec ou pas d'accord avec, c'est pas vraiment ça l'important. Moi, j'ai des convictions, j'ai ma façon de voir les choses, j'ai mon point de vue et j'ai mes perspectives et c'est ça que je suis en train de partager sur Twitter. Et il y a des gens qui discutent avec moi, il y a des gens qui débattent. Et c'est que j'ai remarqué, il y a un truc là, il y a un terme qu'ils utilisent au Congo, ils appellent les gens qui connaissent tout, les gnosologues. Donc je vais un peu parler aux gens qui utilisent ce terme, parce que moi quand je suis allé sur Twitter et j'ai vu que les gens utilisaient ce terme, directement ça m'a touché. Et même quand le ministre parle du changement de mentalité, le président et l'homme congolais, ça m'a touché. Parce que moi, c'est que le terme gnosologue, en tout cas, quand tu entres dans le profond, quand nous tous nous entrons dans le profond, c'est vraiment un terme qui insulte même la personne qui le dit. Parce que dans le contexte, ou bien dans l'idée de ce terme, c'est un terme qui dit que si tu es, bon, je vais essayer de simplifier, hein, ça dit pratiquement que c'est quelqu'un qui connaît tout. Et moi, je ne connais pas, ça m'étonne qu'au Congo, et je veux dire que c'est quelque chose qui m'a choqué, que les gens se moquent des gens qui connaissent tout, ou bien que les gens se moquent de quelqu'un qui dit qu'il connaît tout, ou bien c'est même pas des gens qui disent qu'ils connaissent tout, ce sont des gens qui ont une opinion sur tout. Donc, vous moquez des gens qui ont une opinion sur tous les aspects de la vie sociale, politique ou bien du développement de votre pays. Et de la raison pour laquelle vous vous moquez d'eux, c'est parce que vous vous dites qu'ils n'ont pas fait les études pour parler de ce sujet. Et c'est un raisonnement qui est vraiment très 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 dangereux. Et je vois même des gens qui sont intelligents utiliser ces genres de termes. Et je me dis que nous avons vraiment un grand travail à faire en RDC. Vous savez que nous tous, on est allés à l'école. La plupart, nous avons étudié. Et il y a quelque chose que j'ai appris, surtout à mon éducation au Congo, même plus qu'aux États-Unis, c'est qu'au Congo, même avec l'éducation qu'on avait eue, que les gens disent que c'est une mauvaise éducation, il y avait ce que j'ai remarqué, même quand je suis venu aux États-Unis, et qu'au Congo, nous avons développé la culture générale. Ça veut dire que même dans notre système d'éducation, on étudie les autres pays. Je me rappelle quand j'étais à l'école au Congo, on est en train d'utiliser notre cours de géographie, on parlait de l'Argentine, en tant que Congolais. Nous sommes Congolais, mais on doit étudier l'Argentine. On devait réciter les capitales de tous les pays, leurs ressources naturelles, leurs présidents. Donc on apprenait un peu de tout. Et ça m'étonne que les gens qui sont dans un système où vous apprenez un peu de tout, et
Et à la fin, quand vous avez un peu une connaissance, un peu sur tout, on vous appelle gnosologue. Donc c'est un peu bizarre que la mentalité congolaise soit comme ça. Vous savez, aux États-Unis, quand il y a des conférences sur la technologie, sur la médecine, sur l'urbanisme, sur le business, il y a souvent des panels d'experts qui sont devant vous, qui sont des experts dans le domaine. Il y a aussi une audience qui vous regarde. L'audience n'est nécessairement pas de ce domaine, mais cette audience a une opinion sur le domaine. Les experts qui sont au podium, des fois, discutent même avec les membres de l'audience. Et ces membres de l'audience ne peuvent ne pas être du domaine. Ça veut dire qu'un pharmacien peut discuter avec un médecin et dire que non, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, sur un sujet de médecine. Ce qui fait que si vous avez étudié la médecine, vous n'avez pas besoin d'être un médecin pour comprendre la médecine. C'est un peu ça que je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous donner un exemple banal. Quand vous conduisez à Kinshasa, vous regardez de gauche à droite, vous regardez les routes, vous regardez les constructions, vous voyez clairement qu'il y a un problème. Mais moi, je ne suis pas architecte. Comme je l'ai dit, je suis dans la technologie. Mais quand je conduis à Kinshasa et je regarde à côté de moi, je peux identifier des maisons et je dis que cette maison est mal construite. Et c'est ce caniveau, ici, il devrait avoir un caniveau. Et là-bas, il doit avoir un seau de mouton. Et ici, il ne doit pas avoir un seau de mouton. Et je peux faire ce constat basé sur ma logique, basé sur mon éducation. Je n'ai pas besoin d'être un architecte pour comprendre qu'il ne peut pas avoir un salon dans une salle à manger. Donc, c'est un peu ce sont des principes qui sont basiques, mais que l'homme congolais est toujours dans la distraction, dans des histoires qui sont un peu terre à terre. Et c'est vraiment quelque chose que sur Twitter, quand je vois ça, je me dis wow, c'est ça vraiment où on a du travail à faire, le changement de mentalité. Donc moi je veux dire à tous les Congolais qui utilisent ce terme de gnosologue que d'un côté vous vous insultez vous-même parce que en tant qu'intellectuel vous avez une opinion, vous avez un parcours, vous avez fait des études. Dans vos études, vous avez étudié le civisme, vous avez étudié les lois, vous avez étudié la littérature, vous avez étudié la biologie, vous avez étudié la chemistry, la chimie, vous avez étudié beaucoup de domaines, la botanique, vous avez étudié les plantes, vous avez étudié tous les domaines. Il y a de ces Congolais, il y a de ces gens qui ont prêté attention à tous ces cours. Ça veut dire qu'à la fin de leurs études, ils connaissent un peu de tout. Et vous aussi, vous êtes censé, parce que vous êtes partis dans les mêmes écoles, connaître aussi un peu de tout. Donc, connaître un peu de tout n'est pas être un gnosologue. Ça veut dire que vous avez une opinion parce que vous êtes un intellectuel et que vous avez été exposé à quelques cours de ce domaine. Donc, le Congolais doit changer sa façon de voir les choses, en tout cas. Et si nous continuons à raisonner de cette façon, ça sera vraiment difficile pour nous de nous développer parce que on va attendre qu'un juriste discute avec un juriste, on va attendre qu'un journaliste discute avec un journaliste, on va attendre qu'un médecin discute avec un médecin. Vous n'aurez jamais de choc d'idées et c'est comme ça que vous arrivez dans un pays où tout le monde qui n'arrive pas à se relever et vous vous demandez c'est quoi le problème. Mais le problème est que vous êtes en train de ridiculiser en utilisant des termes pour qualifier des gens qui se disent intellectuels et qui comprennent un peu plusieurs choses. Donc il faut revoir cette façon de faire les choses et c'est vraiment important qu'on cesse d'utiliser des termes comme ça parce que le terme au fait attaque la personne. Vous dites à la personne que non, toi tu connais tout, tu connais tout. Et c'est vraiment une faiblesse d'esprit parce que du fond, vous ne vous attaquez pas aux arguments. Quand vous faites un échange avec quelqu'un, vous êtes en train de débattre sur les arguments. Vous n'êtes pas en train de débattre sur les personnes qui sont en train de faire les arguments.
Donc, et quand vous commencez à attaquer la personne, c'est là que ça montre directement une faiblesse d'esprit et ça montre que vous avez besoin vraiment de changer et d'être peut-être un peu plus éduqué. Et c'est vraiment quelque chose qui fait quand même mal de voir en Twitter des Congolais utiliser ce terme de gnossologue et tout. Donc, ça c'était juste une parenthèse. Donc, je disais même que non, suivez-moi sur Twitter. Je suis sur Twitter, donc suivez-moi. Et on peut partager sur Twitter, on peut avoir des débats. Et des débats qui sont friendly. Et il est vraiment important que nous puissions avoir ces débats. Excusez-moi, il est vraiment très important que nous puissions avoir ce choc d'idées pour que nous puissions un peu évoluer, pour que nous puissions aider la République démocratique du Congo. En conclusion, je veux dire que il est important que, et ça c'est vraiment mon dernier point, ce qui est important ici, c'est quoi? L'importance ici est que nous puissions avoir une tolérance de débat, que nous puissions avoir un échange d'idées. Le changement de mentalité commence avec le changement d'idées. Et c'est ça, et c'est pour cette raison que j'ai créé cette émission. Je vais un peu parler de l'émission maintenant, parce que je suis vers la fin. L'émission Son of Congo, c'est pas une émission de politique, c'est pas une émission d'économie. C'est pas une émission qui est spécifique à quelque chose. C'est une émission qui porte, qui parle du développement de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que ça peut toucher un peu, c'est un avis. L'émission elle-même, c'est une conversation, c'est un point de vue, c'est une perspective qui est vraiment subjective, parce que c'est mon opinion à moi, c'est mon feedback. Et quand vous avez un feedback comme ça, comme je le disais avant, et je le dis toujours, quand vous travaillez dans une compagnie, les compagnies, ils ont des systèmes de feedback, parce que le feedback vous aide à améliorer vos activités. Ça veut dire que quand vous avez des clients, vous les donnez, ils achètent des biens et tout, et ils retournent et ils vous donnent un feedback. Ça veut dire qu'ils vous disent ce qu'ils pensent de votre produit. Et ici, c'est la même chose avec la République démocratique du Congo. Nos leaders en République démocratique du Congo doivent prêter attention au feedback. Et il est vraiment important que ceux qui sont à l'extérieur du pays, dans la diaspora et partout, puissent donner ce feedback. Ici, il est important que nous ne puissions pas juger le feedback. Le feedback peut être positif, le feedback peut être négatif. Là, ce n'est pas l'importance. L'importance est que nous puissions avoir un feedback. Parce que c'est grâce au feedback qu'on pourra se développer. Donc, les autorités qui sont au Congo doivent apprendre à recevoir ce feedback positivement et sans penser que nous sommes en train de les attaquer. Parce que si vous recevez ce feedback en tant qu'attaque, ça veut dire que vous-même, les autorités, vous avez encore un problème de mentalité. Vous n'avez pas encore changé l'homme que vous êtes. Donc, les autorités doivent comprendre que le feedback est important. Ça veut dire que dans cette émission, par exemple, et si on parle avec d'autres personnes, on va se poser des questions entre nous, comme tu es Congolais, je suis Congolais. Pourquoi tu investis aux États-Unis, pourquoi tu investis au Canada, mais tu n'investis pas à Kinshasa? Et on doit connaître les autorités. Et si je suis une autorité au Congo, j'ai envie de connaître pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi les Congolais de la diaspora ne viennent pas investir au Congo. Donc c'est un feedback qui est vraiment très important. Et on ne doit pas se limiter seulement aux histoires terre à terre. Que non, je ne vais pas investir là-bas à cause de l'eau et le courant. Des histoires que tout le monde sait. La conversation doit être un peu plus profonde. Que je ne veux pas investir là parce que j'ai une famille ici. Je ne veux pas investir parce que j'ai investi ici, l'économie est stable et le gouvernement est stable et je peux voir, mais au Congo, il y a ça. Donc c'est vraiment un raisonnement un peu avancé, des raisons un peu avancées au-delà du terre à terre qu'on écoute souvent qui n'est pas vraiment profond. Donc, Son of Congo, cette émission, c'est vraiment une conversation entre Congolais
sur les sujets d'actualité, mais qui sont souvent basés sur le développement du Congo et pas politique. Ou bien on peut parler de ce qu'ils ont dit, mais le débat n'est pas autour des hommes politiques, c'est la politique du pays en général et le développement du pays en général. Et je crois que ce feedback pourra aider les autorités au Congo. Ça pourrait aider nos frères au Congo à comprendre pourquoi les autres Congolais qui sont à l'étranger ne reviennent pas. Il y a des frères qui se disent, mais bao bakenda na poto kuna bazonga raté. Et puis il y a d'autres qui se disent, bino bowe na Congo bobebi simbo na biso. Donc il y a des Congolais, on doit avoir cette conversation entre les Congolais qui sont localement à Kinshasa et ceux qui sont à l'étranger. Qu'on essaie de se comprendre, qu'on essaie de comprendre qu'on peut comprendre nos difficultés et pourquoi nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Et tout ce choc d'idées, tous ces débats, c'est ça qui va aider à améliorer la condition ou bien aider à relever le Congo. Donc un peu de tolérance entre nous Congolais. Nous devons avoir des opinions fortes, nous devons avoir des convictions, nous devons avoir des perspectives, des points de vue et nous devons apprendre à débattre sur ces points de vue et ne pas s'attaquer en tant que personne. Mais la chose ici qui est la plus importante est que avant que tout débat prenne place, avant que toute position prenne place, avant que vous et moi, fils du Congo, puissions nous exprimer, il y a une chose qui est très importante parce que on peut pas recevoir le feedback de tout le monde. Il y a une chose qui est très importante et on va commencer avec ça la semaine prochaine. Et cette chose-là, c'est le profil de l'homme congolais. Je vais commencer avec mon profil à moi. Quand je vais parler de mon parcours et de mon profil, ça va peut-être vous donner une idée de savoir pourquoi ces personnes pensent de la façon qu'elles pensent. Pourquoi il est si arrogant, pourquoi il croit que lui il est ça, pourquoi il croit. Et ce sont des questions. Bon, c'est pas l'arrogance, hein, mais bon. Hein, on a quand même évolué quelque part, donc on doit quand même être fier du travail qu'on a fait. Sauf autant à classe n'a poto, autant à classe n'a quelque part, sois fier de tes études. Tu ne dois pas te faire bête, tu as étudié, autant à classe. Donc aux intellectuels, tu as une opinion, partage cette opinion. Partage cette opinion librement. Et si quelqu'un d'autre veut t'attaquer, qu'il vienne avec une autre opinion et vous avez un débat d'opinion. Il ne faut pas faire des débats basés sur les hommes et c'est ça que nous devons changer dans la mentalité congolaise. Donc c'est important de donner le feedback, mais aussi c'est très important de reconnaître le feedback qui est important et ça commence avec le profil. Donc vous devez connaître le profil de la personne qui vous donne le feedback. Comme ça vous savez si c'est un feedback que vous devez prendre ou ne pas prendre. Parce que si cette personne n'a rien fait, donc comment vous allez utiliser son feedback? Donc ça doit être quelqu'un qui a fait quelque chose. Donc on doit se poser des questions comme au Salani, qu'est-ce que tu fais dans la diaspora? Tu es là en longueur de journée, tu fais que dire ça, ou bien tu fais que critiquer, mais yo, na diaspora au salarié. Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as un business? Qu'est-ce que tu fais à la diaspora qui nous montre que ton feedback est important pour ceux qui sont au Congo? Et bateau Congo, mais yo, salarié na diaspora. Et ce sont des conversations qu'on doit avoir, parce qu'il y a des Congolais qui sont acquis aussi, au boudé. Ah, yo, la diaspora, non, ça là, non, rien. Donc, ce sont des débats. Donc, il y a d'autres qui ont raison. Donc, il faut les expliquer, il faut parler, il faut avoir cette conversation. Et si tu n'as rien fait ou bien tu n'as pas vraiment un parcours, ça sera difficile de donner un feedback que les gens vont respecter. Donc, le profil de l'homme congolais est vraiment très important et pour que nous puissions relever le Congo, nous avons vraiment besoin de prêter attention au profil, qu'on puisse regarder le parcours de chacun et que nous puissions mettre la personne qu'il faut là où il faut. Et je crois que ça fait aussi partie du changement de mentalité parce qu'au Congo, on a oublié le profil. On fait plus des trucs sur base de tribalisme, on fait plus de trucs sur base d'amitié, des trucs comme ça. Et on a oublié de regarder le profil. Et on
on se demande comment ce pays est devenu comme ça. Et c'est parce que personne ne fait attention au profil. Donc, les Congolais doivent commencer à se mettre devant les caméras et donner leur profil et donner leurs opinions. Et les autorités au pays doivent être réceptives de tous ces feedbacks et essayer d'améliorer les affaires au Congo. Donc, c'est comme ça que ça commence. Et moi, pour donner l'exemple, je vais commencer avec mon profil à moi dans ma prochaine émission. Donc, restez branchés. Et c'est la fin, je suis fatigué. C'était une longue journée. Et je suis pratiquement KO. Il est temps d'aller dormir. On se revoit la semaine prochaine, je crois. On va se voir la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Please, partagez, abonnez-vous et likez les vidéos. Faisons de sorte que nous puissions bâtir cette communauté de Congolais qui discutent sur des questions qui sont pertinentes, qui discutent qui ont des différentes opinions, qui sont en train de clasher des opinions, mais qu'on fasse ça dans un cadre où nous sommes respectueux, où on se comprend, où on s'aime, parce que nous tous, nous le faisons pour le bien de la République démocratique du Congo. Donc on se voit prochainement, abonnez-vous et à la prochaine, quoi. Peace.